Eh bien, nous allons poursuivre notre aventure fougueuse de l'examen des fugues de Beethoven en se penchant sur la fugue qui constitue le quatrième mouvement de la sonate numéro 29 pour piano, opus 106. Il s'agit en fait de la sonate qu'on appelle la sonate Hammerklavier. Hammerklavier signifie en allemand piano forte ou forte piano, et Beethoven a choisi de donner le titre en allemand à une période où il préférait, par sans doute nationalisme germanique, donner ce nom en allemand. Alors cette sonate est une sonate monumentale. Si on la joue dans son entièreté, elle dure plus ou moins 3 quarts d'heure. La fugue est en fait le dernier mouvement qui lui aussi est monumental. Et on peut dire qu'à cette période, Beethoven commence à composer vraiment des très grandes œuvres. Il y aura aussi la 9e symphonie, il y a aussi les variations Diabelli, il y a aussi la Missa Solemnis. Et donc c'est une période effectivement de grandes œuvres. Alors l'œuvre que nous allons entendre maintenant sera jouée par Victor Chessopal, qui est professeur de piano au Conservatoire royal de Bruxelles et président du conseil d'option clavier, et elle sera commentée aussi par Walter Kortel. Alors il faut savoir que cette œuvre a été aussi perçue avec grande impression par l'éditeur. Lorsque Beethoven envoie son manuscrit à l'éditeur, il dira ceci: « Voilà une sonate qui donnera de la besogne au pianiste lorsqu'on la jouera dans 50 ans, et c'est sans doute vrai. » Merci, cher Victor Chessopal, de nous introduire dans cette grosse sonate, cette espèce d'Himalaya, cet Everest, ce Mont Blanc, dont nous n'entendrons, comme Olivia vient de le dire, que le final. Mais peut-être vaut-ce la peine de situer ce final dans ce qui a précédé et de nous décrire les mouvements qui ont précédé et aussi peut-être s'il y a une idée qui est commune entre ces différents mouvements. Bon, on a 4 mouvements. On a le premier mouvement, puis le scherzo, puis l'immense mouvement lent qui est au centre de cette sonate, et puis aussi une immense fugue précédée par une introduction tout à fait extraordinaire, ce qu'on va, je pense, discuter un peu plus tard. Voilà. Et une idée commune, alors, qui se dégagerait thématiquement de l'ensemble, qui assurait une unité? Bon, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, j'aimerais bien souligner l'importance de la tierce dans cette sonate, de cet intervalle. Vous voyez le début. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'idée principale qui ouvre cette sonate. Puis, bon, bien évidemment, c'est une analyse extrêmement superficielle, mais on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Puis, le scherzo. Aussi, les tierces. Puis, ce qui est très important, c'est le début d'Adagio. Voilà. Tierce, et puis... Donc, on tierce, tierce, tierces. Donc ça procède par les tierces, par le mouvement des tierces. Je noterai ici qu'effectivement, ces 2 premiers sons, à l'unisson au début, Beethoven a ajouté ça après. Oui, c'est vrai. Ses éditeurs ont trouvé ça une idée tout à fait remarquable, oui, qui donnait une ambiance, mais qui assurait en même temps une unité. Oui, voilà. Oui. Et je pense... que cette idée n'était pas comprise tout de suite par son entourage, disons comme ça, pourquoi il ajoute ça. Mais bon, c'est un début génial parce qu'en fait, c'est la pensée orchestrale de Beethoven qui se manifeste ici. Ça, c'est l'orchestre et voilà le soliste. Mise
en situation dramaturgique. Exactement, exactement. Donc, ce qu'il a fait a, comme vous dites, une grande importance dramaturgique, justement. Puis, je continue en parlant des tierces. Voilà, on les trouve partout, et notamment dans la fugue, au début, dans l'introduction. Voilà le mouvement des tierces. Je les souligne. Donc, on procède par les tierces. Et puis, le geste principal du sujet de la fugue est le même geste que le geste du début de la sonate. Donc, au début, on a ça. Et au début de la fugue, on a... Donc, voilà. Donc, il y a une grande continuité dramaturgique ici. Alors nous voyons ici effectivement le début du sujet projeté devant vous, et c'est la première fois que nous entendrons le thème propre de la fugue, et il s'emboîte dans la fin de l'introduction. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce grand geste explosif, aussi explosif que n'a été le début de la sonate, éclate à un moment donné où ce qui a précédé n'est pas encore tout à fait terminé. Donc c'est une espèce de fin et en même temps un nouveau début. Oui, exactement. Alors, peut-être puis-je demander à Victor de nous jouer tout le thème de la fugue, ce thème qui est quand même déjà assez particulier et qui frappe. Voilà, donc je joue un tout petit peu de la fin de l'introduction. Voilà déjà ce geste. Puis il l'augmente. Et puis, et voilà le sujet, le thème. Un thème qui paraît déjà très long en soi, avec plusieurs éléments. D'abord cet élément effectivement de saut, de tri, très très caractéristique, et puis cette descente, un tout petit peu comme si après un éternuement, on entendrait « plaît-il ? Plaît-il ? Plaît-il » Exactement. Et les choses s'enchaînent, et notons effectivement que ces hexacordes qui tombent progressivement tombent de tierce en tierce. Peux-tu rejouer peut-être ce début? Donc, puis, on est sur la dominante. Voilà, merveilleux. Alors, nous ne pouvons ici qu'esquisser certains éléments de cette fugue pour servir d'introduction, et nous allons essentiellement nous axer sur les transformations, les métamorphoses contrapuntiques de ce thème qui apparaît sous des angles très 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 divers. Bien sûr, ce thème au départ est exposé de manière normale à toutes les voix selon les normes d'une exposition avec sujet, réponse à la quinte, de nouveau le thème à la tonique, etc. Mais plus tard, ce thème apparaît sous des formes qui, au départ, semblent tout à fait différentes, mais pourtant c'est la même matière traitée avec des techniques. La première, c'est l'augmentation. L'augmentation qu'on trouve donc à la mesure 84, c'est simplement l'idée que le thème peut être énoncé en valeur double, 2 fois plus lentement. Au lieu d'avoir donc ces valeurs que vous avez devant les yeux, voilà, tout va être allongé 2 fois. Peut-être. Oui, j'ai pris le thème au départ, mais prenons peut-être simplement pour l'écouter à la mesure 84. L'augmentation. L'augmentation. Je vais jouer d'une façon vraiment très sèche pour que ça soit très clair. Donc, qu'est-ce qu'on a ici?
etc. Oui. etc. Ouais. Vous le percevrez bien à l'audition de la fugue parce que c'est un endroit où tout se fige, tout donne l'impression d'aller à un tempo plus lent ensemble. Oui. Hein. Oui. Voilà. Alors, une autre métamorphose, c'est quand le thème apparaît en mouvement contraire, c'est-à-dire en miroir. L'idée étant celle-ci, c'est que tous les intervalles sont reproduits selon une norme tout à fait précise. Ce qui montait va maintenant descendre, et ce qui, dans la version originale, était descendant, va monter. Et on pourrait prendre un bon exemple, peut-être mesure 198. Maintenant, le miroir, n'est-ce pas? Le miroir, oui. Oui, oui, un instant, oui, exactement. Donc, aussi, lentement, que ça soit clair. Non, ça il faudra couper. On va couper. Voilà. Je propose qu'on reprenne la séquence ici. Ce sera peut-être plus logique. Oui, ça va, encore une fois, pardon. Oui. C'est ma faute. Donc on reprend avec ça, ce sera plus logique. On coupe ici, et puis je te pose la question et on fait l'enchaînement. Oui. Et une autre petite question. Oui. Moi, j'ai pas joué le thème au début dans son globalité, mais je pense que ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça c'est très bien. Montrer, Non, donc, jusqu'à présent c'était très fluide. Hein. Oui, oui. Ça va. Hein. Oui, oui. On reprend simplement là pour. On collera. Ok. Mais je lui repose la question, ce sera plus clair. Ça va. Miroir. Oui. Miroir, oui. Ah ben, non, tu joues peut-être directement. On va commencer là. Oui. Oui. Ça va? Donc. Quand tu nous fais plunks, on y va. Ah oui. D'accord, miroir. Voilà. Ecosidia. Sur la dia, on voit assez bien cette idée de mouvement contraire. Hein. L'hexacorde ici, dans le thème original, est reproduit en montant alors qu'il était descendant précédemment, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Alors, on trouve à certains moments une confrontation de la version à l'endroit et à la version à l'envers, pour faire savant, la version rectus et la version inversus. Par exemple, hein, en straight, mesure 284. Peut-être que tu peux nous jouer ce... Très lentement, voilà. Et vous entendrez les deux versions quasi emboîtées l'une dans l'autre, simultanées, presque. Oui, c'est une strette en fait extraordinaire. On ne l'aperçoit pas immédiatement, en fait, parce que c'est tellement... Imbriqué. Exactement. Donc... voilà. Donc d'abord, c'est ça. Mais on a déjà le début du sujet en rectus sur sol. Et puis, mais on a toujours donc ça n'appartient pas au sujet et ça nous encombre un peu, disons, ce qu'on entend. Et voilà. À cause de ça, nous ne comprenons pas tout de suite qu'il s'agit d'une strette, à mon avis, mais ça devient clair tout de suite. Donc, ici, l'inversus, et ici, et ceci dit, il y a une petite modification en fait dans le
le sujet original, ça doit être... Et voilà. Voilà. Merveilleux. Alors, nous avançons encore d'un pas et nous voyons une forme qui est beaucoup plus rare dans la musique instrumentale, le mouvement rétrograde, récurrent, ou ce qu'on appelle de manière plus savante cancrisans, un système où ce qu'on lisait normalement musicalement de gauche à droite, on le lit de droite à gauche. La lecture à l'hébraïque, comme tu disais. En fait, j'ai reproduit effectivement une partie du thème ici en rétrograde. Regardez, si on commence par la fin, on a bien effectivement le grand saut de la mort, là, puis le tri, et puis les hexacordes progressivement descendants de tierce en tierce. Voilà. Sauf que ici, normalement, on va entendre tout en lisant de gauche à droite. Et ça va nous donner quelque chose de très bizarre, parce que c'est une manière de retourner dans le temps, à rebrousse-chemin, mais c'est très difficile pour l'oreille de le percevoir. Alors, Victor, vous voulez bien nous jouer? Donc, il y en a deux composants très importants dans cette section-ci. D'abord, le sujet rétrograde. Mais en même temps, Beethoven, à mon avis, a introduit ce sujet rétrograde, c'est un moyen technique, mais puis il a introduit au même moment un contre-sujet, un nouveau thème, cantabile. Donc, voilà, un thème d'une grande beauté qui quelque part précède ce qu'on va entendre plus tard, c'est ça. Précède dans le sens de son contenu spirituel, je dirais. Voilà, le thème lyrique, le plus mélancolique. Donc c'est... Voilà, ça fait partie de la psychologie de cette fugue. Alors on va peut-être se pencher sur cet extrait que vous venez d'esquisser. À un moment donné, la fugue s'arrête. Oui. Et puis on tombe dans cet épisode qui, à première vue, n'a rien à voir. Peut-être peut-on réécouter? D'abord, on est au sommet de la fougue. Du drame, c'est une véritable explosion. Silence. Et ce corps étranger va lui aussi un peu disparaître comme une apparition fugitive. Certes, il y aura un moment donné où le thème principal de cette section sera superposé au thème principal, mais à vrai dire, c'est une forme de parenthèse. Ça disparaît. C'est comme un rêve qui était apparu, un rêve qui a quelque chose d'un peu religieux, quoi. C'est une vision de la Missa Solemnis, qui tout à fait son apparition ici. D'ailleurs, le thème est, à mon avis, fort proche du thème de Benedictus qui venite in nomine Domini, du Missa Solemnis. Mais
le rôle dramaturgique de cette section est d'une énorme importance. Et justement, on vient de parler, Aldo vient de parler de la fugue de la sonate de Beethoven opus 102 numéro 2. Il y a aussi un nouveau thème qui fait son apparition, le thème tout à fait paisible, tout à coup, tout à notre esprit de la musique, et dans le sens dramaturgique, dans cette énorme, si je puis dire, arche narrative, le rôle de cet épisode et ainsi que du deuxième thème de la fugue pour violoncelle et piano ont une grande importance. Et voilà, maintenant, il y a le dialogue entre ce nouveau sujet qu'est-ce qu'on a ici? On a le sujet principal ensemble avec le nouveau sujet. Donc, transformé parce que ça devient tout à fait lourd et je dirais même belliqueux. Voilà, un extrait splendide parce que la main gauche va vraiment en trois quarts, hein, de manière très très claire. Et contrebasse. Par contre, la main droite énonce les hexacordes, mais c'est en binaire. Voilà. Une polyrythmie tout à fait explosive. Alors, juste encore un aspect. Bon, au-delà de l'énoncé de thèmes sous des métamorphoses diverses que nous avons vues, éventuellement de thèmes secondaires, Beethoven nourrit toute sa texture avec aussi des sections plus libres, des formes de divertissement, mais où il utilise toujours des cellules. Et il va très loin dans ce principe qu'on appelle le principe de développement. Par exemple, le tri initial. Le tri initial peut alimenter des sections en soi où il devient prioritaire de tri avec la note qui précède, c'est-à-dire le grand saut que nous avons vu au tout début du thème. Hein. Et peut-être peut-on demander à Victor de nous jouer justement la mesure 107 dans son édition? Oui. Enfin, le 107, les environs. Là, vous entendrez le tri comme vous le voudrez. Hein. Et le saut. Je veux je veux ajouter que le rôle du tri ici est particulier. Le tri sort définitivement des limites des ornements, des embellissements. Donc ce n'est pas du tout un embellissement. Le tri qui, comme on voit dans cette fugue, est aussi dans plusieurs heures de Beethoven de cette période-ci, devient assez obsessif, je dirais. Assez obsessif. Je me permets un tout petit parenthèse. Vous savez, récemment, j'ai travaillé les dernières sonates de Scriabine, toute autre sphère, pas comparable, mais cet aspect du tri, le rôle de tri est bien comparable parce que ce n'est pas un embellissement, ça fait partie du contenu principal du discours. Ça devient une texture avec laquelle Beethoven joue. Je reviens à l'opus 106. Voilà, on va écouter cet extrait très frappant. Voilà.
Alors, peut-être le dernier aspect sur lequel on va se pencher, c'est la fin. La fin où on va retrouver un trait final dans lequel, justement, de nouveau, le saut et le tri apparaissent en progression. Et ça illustre évidemment bien ce que nous avions au début de cette fugue, puisque nous avions dit que le début s'emboîtait dans ce qui précédait. Donc, d'une certaine manière, la fin de quelque chose devenait le commencement. Et ici, la cellule initiale du thème est chargée du rôle de conclure la fugue, comme vous le voyez dans ces grands sauts reproduits au bas de la dia. Et non seulement ça, mais comme tu dis, la cellule initiale, non seulement de la fugue, mais de la sonate. De la sonate. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici, presque interminable. Ça nous semble presque interminable, cette séquence des tris, non? Oui, ça fait penser aussi à la manière dont Beethoven conclut la sonate pour violoncelle qu'on a entendue tout à l'heure. C'est un procédé assez analogue, avec, pour ceux qui regardent la dia ici, on voit que les accords finaux sont en décalage. Ils sont en décalage par rapport à la mesure telle qu'écrite, mais c'est simplement, effectivement, tout d'un coup qu'on passe plutôt à du binaire, ici, pour les accords, et on n'est plus du tout dans la métrique attendue. Chose que nous avions déjà rencontrée à d'autres niveaux dans cette fugue qui était absolument folle et que maintenant nous allons pouvoir entendre dans son entièreté et sa monumentalité. Merci Victor. Merci.
Merci pour cette exécution. C'est une fugue athlétique. C'est une des plus longues fugues écrites pour le clavier. Mais je voudrais maintenant vous interroger sur l'introduction lente à cette fugue que nous avons entendue et que nous n'avons pas commentée tout à l'heure. Et là, après ce déferlement de la fugue qui avait un côté de toccata, quelque part, et quelque chose de faustéen, et en même temps de très rigoureux, quand même dans les techniques, dans l'introduction, nous avons quelque chose qui est tout à fait autre et qui fait penser plutôt au génie de Beethoven improvisateur. Alors, Victor, quelques mots à ce propos. Bon, d'abord, ce qui est absolument extraordinaire, c'est la transition du Fa dièse majeur clairissime, c'est vraiment Fa dièse majeur d'une telle lumière. Dans le mouvement lent. À la fin du mouvement lent. Voilà, cette énorme lumière. Et puis, voilà ce Fa dièse, et puis on descend vers la dominante du Si bémol majeur. Parce que pour débuter l'introduction de la fugue, oui. Malheureusement, on n'entendra pas cet enchaînement. Mais au moins, on peut en discuter un peu maintenant. Donc, c'est déjà extraordinaire, cette transition. Donc, et puis, silence et... de quoi s'agit-il dans cette introduction? D'abord, l'écriture de Beethoven ici, dans le sens purement technique, est extrêmement recherchée. Qu'est-ce qu'il écrit au début? Per la misura si conta nel largo sempre quattro semicrome. Ça veut dire qu'il faut compter par les doubles croches. Ça, c'est déjà quelque chose de très spécial. Donc même, vous savez, on est très loin de Beethoven. On connaît déjà Bartók, on connaît tout. Mais je vous dis que pour les pianistes, ce n'est pas très évident de lire tout cela exactement, parce que c'est une écriture d'une telle complexité. Voilà. Mais ça, c'est plutôt l'aspect technique. L'aspect dramaturgique est tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'introduire 3 sujets pour la fugue et il les rejette. D'abord, puis alto, basse, c'est très beau déjà en soi, mais voilà, il n'y a pas de développement, ça se finit. Puis, et en plus, on est vraiment si loin, comme si on était en Australie. Ici, on est en Si majeur, ça, la géographie est vraiment... voilà. Donc, deuxième sujet, entre guillemets, sujet, bon, pas de succès, hein, disons comme ça. Voilà. Le troisième, tout de suite. Silence. Et puis progressivement, avec beaucoup d'obstacles, il arrive vers le début de la fugue du sujet principal, qui sera le sujet principal. Voilà. Moi, je voudrais dire que cette page de Beethoven nous a laissé un patrimoine exceptionnel du début jusqu'à la fin. Mais je voudrais dire que cette page est exceptionnelle même pour lui, pour Beethoven.
Et pour moi, c'est une des pages les plus intéressantes de point de vue structurel, de point de vue musical, dramaturgique, dans toute l'œuvre de Beethoven. Oui, et dans ce côté erratique où apparaissent à certains moments des bribes qu'il aurait pu développer, qu'il ne développe pas, on a l'impression qu'il procède par tâtonnement et par erreur. Alors on retrouve évidemment ici une idée de Beethoven, il travaille. Et pour la dernière manière, on a tellement insisté sur Beethoven savant, etc. Mais c'est aussi quelque chose de l'improvisateur qu'il était. Mais c'est le travail de rebondir directement sur des thèmes, de chercher. L'aspect de recherche, ce n'est pas uniquement le côté savant, c'est aussi le côté improvisateur. Moi, j'ajouterais une chose, que dans le sens purement humain, je pense que c'est un reflet de la vie humaine quelque part, parce que nous sommes dans un brouillard et voilà, dans cette introduction, nous sommes dans un brouillard et voilà, il sort de ce brouillard vers ce si moll majeur très lumineux. Vous avez dit une fugue faustienne, oui, mais je dirais que pour moi, ça, je parle à titre personnel, c'est hautement personnel, cette musique avec toutes ces explosions et une énorme tension est profondément, je voudrais dire, positive. Parce que vers la fin, on a une telle... quelque part, c'est un chemin d'être humain vers le Dieu. Chemin éternel. Et voilà, pour moi, c'est le reflet de ce chemin, toute la sonate. Sur cette ouverture, nous vous remercions beaucoup et nous continuons nos débats. Merci, Victor Chesopal.